Alors, ensemble, nous allons explorer comment les agropoles peuvent concilier croissance économique, inclusion sociale et durabilité environnementale, et bien sûr, emploi des jeunes. Alors, je vais démarrer tout de suite avec Madame Diaye, du PNDAS, qui pilote la mise en place des agropoles au Sénégal. Il me semble qu'il y a 5 agropoles, vous allez nous en parler tout de suite. Et ma première question, ce sera, est-ce que vous pouvez nous expliquer la vision stratégique des agropoles dans le cadre de la stratégie nationale de transformation et du plan d'ailleurs Sénégal émergent, et ce qui fait le modèle, ce modèle, qu'est-ce qui fait que c'est un modèle de transformation économique territoriale? Merci beaucoup Jean, merci. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la coopération belge, Renabel, donc de m'avoir convié à ce panel sur les agropoles. Alors, avant donc de répondre à la question, je voudrais juste expliquer ce qu'est le programme national de développement des agropoles du Sénégal, qui a été mis en place par l'État du Sénégal pour assurer donc une mise en œuvre cohérente et harmonieuse donc des projets agropoles. Comme vous avez eu à le dire tout à l'heure, on est en train de mettre en place 5 projets agropoles sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des 8 pôles. Et en ce moment, en tout cas, on est focalisé sur les 2 agropoles, le sud et le centre. Alors, vous avez parlé de plan émergent, mais on va parler plutôt de l'agenda de transformation nationale. Donc, pour en revenir donc à votre question, pour répondre précisément à la question, donc à savoir la vision stratégique des agropoles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les agropoles aujourd'hui constituent un projet phare pour l'État du Sénégal. Et au niveau de l'agenda national de transformation, les agropoles sont ancrés au niveau de 2 axes. L'axe 1, c'est donc l'économie compétitive, et l'axe 3, qui est donc l'aménagement l'aménagement et le développement donc, des territoires. Donc ça montre déjà que stratégiquement, on est déjà bien ancré au niveau donc, du plan national de transformation. Alors, pour répondre déjà... Et alors, j'enchaîne justement sur l'idée d'un outil de transformation économique territoriale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette notion? Oui. Et ça vous permet de gagner du temps. Je vais relancer le timer pour qu'elle ait plus de temps pour nous expliquer. Effectivement. Alors, pour l'axe 1 qui est l'économie compétitive, la stratégie, c'est quoi? C'est qu'on veut industrialiser l'agriculture. On se rapproche des pôles de production et on apporte de la valeur ajoutée aux matières premières. En ce moment, on travaille vraiment en très forte collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour sécuriser tout ce qui est matières premières. Ensuite, nous, notre cœur de métier en tant que PNDAS, c'est la mise en place des parcs agro-industriels. Donc c'est pour ça qu'on est ancré au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc avoir ces parcs agro-industriels permettent de transformer les matières premières locales, de créer des emplois, d'augmenter donc les revenus au niveau donc, des populations, mais également de structurer l'économie du pays. Moins d'importation, plus d'exportation, en tout cas moins d'importation de matières brutes, puisqu'on va les transformer donc, au niveau des parcs agro-industriels, et donc d'exporter des produits finis, et aussi de mettre à disposition ces produits finis au niveau national pour permettre donc d'avoir cette souveraineté donc alimentaire à laquelle on tient vraiment, et aussi la création d'emplois comme je l'avais dit, et également donc restructurer l'économie. Voilà un peu pour l'économie compétitive. Maintenant il y a la deuxième question qui concerne donc la territorialisation. Donc comme je disais, on est en train de mettre en œuvre 5 projets agropoles. On est focalisé sur 2 en ce moment, c'est-à-dire l'agropole sud et l'agropole centre, qui sont les premiers à démarrer. Donc on veut l'opérationnalisation de ces agropoles. Centre qui est à Kaolack, autour de la région de Kaolack, oui. Le sud qui est... Donc le sud couvre 3 régions, Ziguinchor,
Sédhiou et Kolda. Et le centre couvre 4 régions, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Voilà. Et donc avec Enabel, justement, on a cette coopération vraiment au niveau donc, du centre essentiellement. Donc ça, ce sont les deux, mais sinon il y a l'agropôle Nord, l'agropôle Ouest et l'agropôle Est. Et on est donc dans le maillage national sur les 8 pôles territoires. Et je vous remercie pour cette présentation de la vision stratégique. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros projet qui va bénéficier, on l'espère, à de nombreux agriculteurs, mais aussi, bien sûr, à la population. Et ça me permet de faire la transition avec M. Modou Gaïsek. Donc vous êtes en charge des financements et des partenariats au ministère de l'Agriculture. Donc quand on parle d'agropole, on parle bien sûr d'agriculture. Et ma question, c'est quelles sont aujourd'hui les synergies entre vos départements respectifs pour mobiliser le secteur privé afin de créer ces agropoles, autour des agropoles. Merci Jean. Puisqu'on a un problème de timing, je vais essayer d'être très bref et concis. Madame Ndiaye a déjà évoqué en fait ce que c'est que les agropoles. Vous comprenez bien que c'est une politique d'industrialisation pour aller vers une substitution des importations par une production locale. Mais quand on parle d'industrie, il y a le volet transformation, mais vous ne pouvez pas transformer si vous ne produisez pas. Donc il n'y a pas d'industrie s'il n'y a pas de matières premières. Et les matières premières, c'est nous. J'ai l'habitude souvent de dire que si on réussit le pari de la souveraineté alimentaire, ce sera qu'on aura fait en sorte que les deux ministères travaillent ensemble sur toutes les questions, ensemble, en parfaite intégration. Et cela dit donc, nous sommes positionnés sur l'amont de la chaîne, c'est-à-dire dans la production. Aujourd'hui, vous avez dans la vision de la transformation, c'est de dire on veut formaliser et former des sociétés coopératives qui soient connectées aux agropoles pour produire plus et mieux, transformer sur place et viser la demande nationale, éventuellement la sous-région. Et donc, ça veut dire que nous, notre positionnement, c'est de faire en sorte que les sociétés coopératives dont on parle, à travers le programme des coopératives agricoles communautaires notamment, on puisse les installer sur l'ensemble du territoire national, structurer les organisations de producteurs pour avoir des modèles d'affaires viables qui permettent d'alimenter ces industries-là qui seront positionnées sur les agropoles. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas d'industrie si vous n'avez pas d'intrants. Et les intrants, c'est les producteurs qui vont le donner. Que ce soit du côté de l'agriculture au sens primaire ou du côté de l'élevage également avec la transformation laitière, les vaches, la production qui, avec l'amélioration génétique, permettra de produire plus de lait aujourd'hui que ce que nous faisons. Tout ça, c'est au niveau du ministère de l'Agriculture qu'on doit le faire. Le Premier ministre a été très clair dernièrement quand il nous a reçu nos deux ministères. Il faut absolument qu'il y ait une synergie parfaite entre les deux structures. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un comité conjoint qui travaille en parfaite coordination sur cette question des agropoles notamment, pour gérer à la fois la production. Aujourd'hui, on est sur un budget de 495 milliards environ, rien que sur le volet production, qui demande énormément de ressources donc. Et la mobilisation du secteur privé dans ce sens-là a une importance capitale pour la réussite de ce projet. Parce que l'État veut se déjà engager de plus en plus sur le financement de ces projets structurants. Nous savons aujourd'hui comment le taux d'endettement au Sénégal se situe. Les marges de manœuvre budgétaires sont relativement très réduites. Nous devons mobiliser davantage le secteur privé national, mais également le secteur privé international à travers des joint ventures et des partenariats privés pour justement favoriser le financement de ces projets structurants qui demandent énormément de ressources pour l'État du Sénégal. Merci M. Gaïsek, Modou Gaïsek. Et justement, en parlant de financement, on va pouvoir enchaîner avec Enabel, Mme Aïssatou Keïta. Vous soutenez le développement aujourd'hui de l'agropole centre depuis plusieurs années. Et quels sont aujourd'hui les acquis et les leçons clés je pense même avant de parler de ça, comment vous accompagnez financièrement finalement ces agropoles pour compléter la réponse qui a été donnée et par rapport justement au secteur privé. Merci beaucoup Jean. Donc, je suis Aïssatou Keïta, programme manager chez Enabel. Donc Enabel, c'est 25 ans d'expérience au Sénégal et une présence dans une vingtaine de pays africains. L'inclusion, parce que là tu parles d'inclusion, dans le cadre du développement des projets d'agropole, pour nous, c'est toute une philosophie. C'est la philosophie du Leave No One Behind. Donc ne laisser personne en marge. Donc, parce que lorsqu'on parle de plateformes et de parcs agro-industriels, on pense automatiquement aux grandes entreprises de transformation, etc.
Enabel a très tôt, aux côtés de l'État du Sénégal, fait le choix de ne pas travailler sur une infrastructure, mais sur tout un écosystème, en essayant de rendre cet écosystème le plus productif possible. D'où justement le sujet de l'inclusion. Comment on fait au quotidien? Nous essayons d'agir, d'intervenir aux côtés de l'État du Sénégal à plusieurs niveaux. Donc à un niveau stratégique d'abord, avec nos partenaires comme le ministère de l'Industrie, mais aussi le ministère de l'Agriculture et leurs différentes agences, sur la réglementation, du renforcement institutionnel, mais aussi sur de l'accompagnement dans la gouvernance. Nous travaillons aussi sur la mise en synergie de différents acteurs autour du sujet. Donc, par exemple, au niveau du ministère de l'Agriculture, via le FNDES, nous essayons de travailler avec l'ISRA, avec l'ANCAR, avec plusieurs acteurs. Et on fait un peu la même chose avec le PENDAS au niveau central, mais aussi au niveau local. Ça, c'est au niveau stratégique. À un niveau plus méso, au niveau local, nous travaillons avec les collectivités. Nous travaillons avec les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Nous travaillons avec les universités sur toute une série d'actions, d'interventions qui vont toucher de la petite exploitation familiale à la grande entreprise, en essayant d'aborder toutes les problématiques que ces acteurs peuvent rencontrer, que ce soit l'accès au financement, l'accès au marché via des dispositifs de mobilité sud-sud notamment, la formation professionnelle et technique, où il y a beaucoup de choses restent à faire. Donc, pas mal de résultats à ce niveau-là. Donc, c'est la philosophie, c'est vraiment ne pas voir l'agropole comme une infrastructure, mais comme un écosystème à construire, à développer, pour permettre à des acteurs qui auraient pu être marginalisés d'être assez à niveau, soit pour rejoindre l'agropole, soit pour être sous-traitants, fournisseurs des grandes, etc., des grandes entreprises qui sont là-bas, avec une lunette spécifique sur l'inclusion des femmes et des jeunes. Et Merci. d'ailleurs, on va y revenir après pour une autre question sur cette question d'inclusion des jeunes et des femmes. Donc agropoles, qui sont finalement des centres de production et de transformation, mais aussi d'accompagnement et de formation. Alors j'en viens à Monsieur Boubacar Keba-Kanouté. Vous êtes de la Team Europe et vous êtes un partenaire clé du Sénégal sur la transformation économique. Donc quelle est la vision européenne sur l'accompagnement des agropoles, notamment en matière de financement vert et durable ? Voilà, merci Jean. Je pense que mes collègues de la partie sénégalaise sont revenus un peu sur la vision à l'horizon 2050 du Sénégal et de sa stratégie. Notre vision n'est pas différente de celle-là, elle est en cohérence avec, disons, la vision sénégalaise et elle vient en appui à cette vision-là. Et il y a un certain nombre de points quand même qui nous semblent critiques dans la mise en œuvre de cette vision. C'est qu'au Sénégal, l'essentiel de la production est réalisé par des petits agriculteurs, 95%. L'agriculture est soumise au défi du changement climatique, cette agriculture étant dépendante de la pluviométrie à 95%. Donc ces réalités font que, évidemment, appuyer, structurer ces petits producteurs, structurer des chaînes de valeur pour faire des acteurs de l'informel, des interlocuteurs crédibles pour le secteur privé, d'amont en aval des chaînes de valeur agricoles, nous semble clé dans cette perspective-là. Et c'est de ce point de vue-là que nous intervenons dans le cadre des agropoles, mais aussi de façon plus large dans l'écosystème de l'agriculture sénégalaise à travers plusieurs projets en équipe Europe avec les États membres, dont la Belgique, dont la France, dont je salue la présence, mais aussi un certain nombre d'institutions européennes comme la Banque européenne d'investissement et les banques de développement des États membres. Je pense que pour certains d'entre vous qui avez assisté au panel d'hier sur les instruments financiers, vous avez eu un aperçu
des appuis qui peuvent être délivrés dans ce contexte-là. Il y a évidemment aussi les partenaires sénégalais. Je me réjouis de voir ici l'ADPME. Il y a aussi le Fonds national de développement agro-silvopastoral. À travers ces acteurs institutionnels, nous délivrons justement pour faire en sorte que les acteurs des chaînes de valeur soient connectés d'amont en aval au secteur privé, au marché, au secteur financier. Parce que aussi l'autre défi, c'est évidemment, je pense que les collègues l'ont souligné, l'accès au financement. Il faut savoir que moins de 3% du portefeuille de crédit des banques commerciales sont destinés au financement du secteur agricole. C'est un défi. Mon collègue Modou a parlé du désengagement de l'État, des branches marchandes. C'est une réforme qui a été entamée depuis les plans d'ajustement structurel au niveau des années 80. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu l'émergence d'un secteur privé national capable de relayer les investissements publics. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui que les investissements sur ressources publiques seulement ne suffisent pas pour répondre aux défis du développement du secteur agricole. Alors c'est un appel finalement implicite au secteur privé pour venir investir dans les agropoles, si je comprends bien. Et là, il nous reste encore une dizaine de minutes pour faire aussi réaborder plus profondément les questions abordées. Mais j'aimerais quand même discuter avec M. Ousmane Sarr. Vous êtes responsable au niveau de l'incubateur d'Ekaliakar, de l'Université de Kaolack. Et l'entrepreneuriat vert et l'innovation font partie intégrante du développement des agropoles. Donc moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment l'USAIN et les structures d'appui accompagnent-elles aujourd'hui cette transition vers l'économie verte? Merci beaucoup Jean. Donc permettez-moi juste de placer quelques mots d'abord de remerciement à l'endroit de la Team Europe de nous avoir conviés à ce panel. Pour la question, il faut d'abord comprendre que la logique qui sous-tend une transition repose parfois sur des considérations environnementales et sociales et qui ne reposent pas nécessairement à une croissance économique. Mieux encore, aujourd'hui, les investissements dans l'environnement et dans l'inclusion sociale constituent des moteurs de croissance économique. Et c'est parfois, on oppose croissance économique et respect de l'environnement. Mais à l'USAIN, l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, nous croyons au contraire. Nous croyons que l'économie verte est un moteur de croissance économique, à condition qu'elle s'appuie sur l'innovation, sur l'inclusion sociale et sur l'entrepreneuriat. Et déjà, c'est à travers ce désir que nous avons mis en place l'incubateur d'Ekaliakar avec l'appui de l'Agence belge de coopération internationale. Et notre mission est simple, et de préparer aujourd'hui non seulement les jeunes et les femmes, mais aussi les PME agricoles à devenir les véritables acteurs de cette transition. Et nous le faisons à travers 3 axes complémentaires. D'abord, former pour entreprendre vert, accompagner l'émergence d'entreprises vertes et enfin, préparer à l'investissement durable. Former pour entreprendre vert, donc nous donnons aux jeunes, aux PME, aux entrepreneurs des compétences pratiques et adaptées. Par exemple, l'agroécologie pour une production respectueuse des ressources, les énergies renouvelables pour transformer aujourd'hui localement avec moins de coûts et moins d'émissions, l'économie circulaire pour valoriser les sous-produits agricoles et enfin le digital pour la gestion, la traçabilité et la commercialisation. Le deuxième point, c'est accompagner l'émergence d'entreprises vertes. Au niveau de Ekaliakar, on propose incubation, mentorat et mise en réseau. Nous aidons tout simplement à passer de l'idée à l'entreprise, mais aujourd'hui à l'entreprise jusqu'à l'intégration des chaînes de valeur des agropoles. Et le troisième axe, c'est la préparation à l'investissement durable. Nous le savons tous, aujourd'hui, l'un des plus grands obstacles des entrepreneurs reste l'accès au financement. Nous les aidons donc à structurer des projets qui sont bancables, à accéder à des financements inclusifs et verts, et surtout de bénéficier de mécanismes de financement adaptés. Je donne un exemple très simple, si vous permettez. Au niveau des incubateurs, nous accompagnons plusieurs femmes dans, par exemple, l'agrotransformation. Et aujourd'hui, ces femmes pourraient tirer pleinement profit des agropoles en tout simplement créant ou bien élargir leurs activités et de créer davantage d'emplois. Je vous remercie.
Et c'est très intéressant, vous avez parlé d'innovation, notamment dans l'accompagnement que vous proposez. Et justement, j'en veux enchaîner sur cette question. Comment faire des agropoles des modèles de durabilité environnementale, ce que vous avez cité, mais tout en restant compétitif et attractif pour les investisseurs. Donc je ne sais pas si vous voulez compléter cette réponse-là, et peut-être qu'on peut avoir Monsieur Modoussek sur cette question aussi. Oui, la première chose aujourd'hui, c'est de comprendre que quand on parle de durabilité, la durabilité ne se limite pas à la protection de l'environnement, mais ça inclut aussi la viabilité économique et l'inclusion sociale. Et aujourd'hui, les enjeux, c'est d'intégrer ces trois dimensions dans le fonctionnement même des agropoles. Et l'entrepreneuriat vert aujourd'hui ne doit pas être une option, mais une nécessité, car il transforme des défis environnementaux en opportunités économiques et sociales. Donc, pour réussir aujourd'hui, pour un exemple tout simplement, il faut une alliance. Les jeunes avec leurs idées, les incubateurs pour les structurer, les investisseurs pour les financer et surtout des institutions pour créer un cadre incitatif. Parce qu'un agropole aujourd'hui inclusif et vert, ce n'est pas seulement une infrastructure. C'est un écosystème où chaque jeune, chaque femme peut devenir acteur de la transition verte au Sénégal. Je vous remercie. Et justement, comment on reste attractif et compétitif pour les investisseurs, M. Seck? Alors, c'est une question existentielle qui aurait pu prendre le temps même de l'échange. Mais pour être précis, il a parlé de durabilité. Notre logique, c'est de sortir de l'assistanat pour aller vers l'autonomisation. Nous ne pouvons pas continuer avec le modèle actuel à vouloir faire des petits producteurs d'éternels assistés. Si nous voulons mobiliser le secteur privé, il faut qu'on fasse en sorte que l'agriculture puisse être un secteur attractif où les gens peuvent travailler 12 mois sur 12, produire pour eux-mêmes et par eux-mêmes, commercialiser et avoir des revenus pérennes. Sans cela, aucun investisseur privé ne viendra investir sur une activité qui est saisonnière, qui ne génère pas suffisamment de revenus, qui n'est pas rentable et sur laquelle on n'a aucune visibilité financière pour les banques qui sont censées les accompagner. Notre option stratégique, c'est de dire qu'il faut structurer les petits producteurs en société coopérative, bien formalisés et bien formés. C'est pourquoi on parle souvent de la stratégie des 3 F. Formaliser, former avant de financer. En allant dans cette optique-là d'autonomisation, on crée, comme il l'a dit, des modèles d'affaires viables pour ces petits producteurs qui, regroupés en coopérative, peuvent mutualiser leurs ressources foncières, financières, matérielles et avoir une mise en marché beaucoup plus cohérente par rapport à ce qu'on avait par le passé. On leur apporte maintenant avec l'État des investissements structurants sur l'irrigation, sur la solarisation, sur la mécanisation adaptée où on sort d'une logique de financement, de subvention du matériel pour subventionner les services agricoles à travers des entreprises qui seront positionnées notamment dans une plateforme multimarque avec le secteur privé national. C'est cela le modèle sur lequel nous voulons bâtir notre souveraineté alimentaire en sortant, comme je l'ai dit, de cette logique de l'assistanat pour aller vers une logique d'autonomisation qui permettra à tous les agriculteurs de travailler 12 mois sur 12, donc produire 12 mois sur 12, de pouvoir transformer dans des infrastructures, dans des fermes où il y aura la production, la transformation, le stockage et avec une mise en marché à travers la contractualisation, notamment dont j'ai parlé tantôt avec les agropoles. Parce que si vous connectez les coopératives aux agropoles, vous créez une mise en marché assez cohérente qui permet en fait de contractualiser et de vendre avant même de produire. C'est ça la vision qui permet d'avoir une durabilité et un modèle d'affaires viable. Merci beaucoup et ça me permet d'enchaîner de nouveau sur l'Union européenne. Monsieur Kanouté, moi la deuxième question justement pour enchaîner sur les mécanismes de financement, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveaux mécanismes de financement et notamment des instruments de garantie pour soutenir les PME et les PME vertes notamment? Le micro ne fonctionne pas. Vous pouvez prendre le micro de... C'est bon, voilà, je pense que bon. ça fonctionne. Merci pour cette question. Les mécanismes de financement, ils existent déjà. Il y a un certain nombre de mécanismes qui existent, qui sont fonctionnels et qui opèrent déjà ici au Sénégal. Vous avez parlé de garanties. Il y a un certain nombre de garanties qui existent parce que le défi pour le secteur agricole, agro-industriel, je dirais, c'est d'abord le risque. C'est un secteur plus risqué que d'autres, comme l'immobilier par exemple. Donc, le défi va consister à mettre en œuvre des outils et des mécanismes pour justement dérisquer. Et c'est de ce point de vue-là qu'un certain nombre de garanties opèrent déjà.
Je pense que le panel d'hier a donné un aperçu sur ces garanties. L'autre aspect, c'est aussi la mise en place de lignes de crédit qui existent et qui opèrent déjà via des partenaires européens comme l'AFD, comme la Banque européenne d'investissement, des lignes de crédit de montant consistant qui sont destinées justement au financement des chaînes de valeur, au financement des femmes, des jeunes, je veux dire le genre, la promotion du genre, à la finance climat, et avec des objectifs chiffrés. Hein? Donc je donne 60 millions d'euros par exemple, cumulés, et c'est des engagements qui ont été signés récemment au profit de la Banque agricole, au profit de Cofina, ici au Sénégal, et qui opèrent pour financer les chaînes de valeur à 70%, le genre à 30%, et la finance climat à 30%. Et avec aussi, évidemment, des primes comme les subventions à l'investissement, justement, pour les projets genre et les projets climat. Et c'est destiné aux PME, aux coopératives, etc. etc. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un besoin aujourd'hui de communiquer davantage sur ces instruments-là, mais ces instruments existent déjà. Alors, évidemment, on va aller aussi vers, évidemment, le dialogue pour justement réformer le dispositif de crédit, le dispositif d'appui aux PME au Sénégal, évidemment, parce qu'il y a un dispositif national qui existe. Il a besoin aussi d'être réformé parce qu'il existe depuis des années. Hein, et évidemment, nous sommes en partenariat avec le gouvernement pour ce faire. Un dernier point sur lequel j'aimerais insister, et lié toujours au risque, pour terminer là, c'est que, en fait, le dispositif de régulation au niveau de l'UEMOA pour le secteur agricole, il a besoin d'être revu dans le sens où on ne peut pas traiter une PME agricole confrontée aux défis climatiques avec une PME qui opère dans l'habitat, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, porté peut-être par les autorités, pour que, justement, au niveau communautaire, le dispositif de régulation à travers la Banque centrale puisse prendre en compte cette dimension, comme ça a été le cas, par exemple, pour les PME. Il y a un dispositif spécifique de régulation pour les PME. Maintenant, il faut l'adapter aux risques climatiques dans le secteur agricole. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces... Merci beaucoup. Je vous remercie. Et ça me permet d'enchaîner avec une dernière question pour Madame Aïssatou Ndiaye et aussi Madame Aïssatou Keïta. Comment on s'assure que ces agropoles profitent réellement aux PME locales ainsi qu'aux jeunes du territoire et bien sûr aussi aux femmes, l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes? Merci beaucoup. Merci pour cette question qui est très importante parce que ce qu'il faut comprendre, je pense que un de mes copanélistes l'a dit, c'est que les agropoles, c'est un écosystème. Donc c'est un écosystème qui valorise toute la chaîne de valeur. Désolée de me répéter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on prend en compte les PME, les PMI, on les accompagne. Il y a un programme d'accompagnement qui est mis en place pour justement les mettre à niveau et pouvoir les installer au niveau des parcs agro-industriels. Aujourd'hui, nous travaillons avec des structures de l'État, comme le bureau de mise à niveau, donc, qui a été mis en place par l'ONUDI. Je vois ici le représentant pays et Malik. Donc, on a des conventions avec des structures de l'État qui viennent en appui aux PME, PMI qui devraient s'installer au niveau des agropoles. Alors, comme je le dis, les agropoles, ce n'est pas juste pour les grandes industries. On prévoit aussi la place pour les PME, PMI. Donc, on les accompagne pour pouvoir les installer au niveau des agropoles et donc les mettre à niveau. Ça, c'est le premier point. Les objectifs qu'on a pour la création d'emplois, nous visons les jeunes et les femmes. Donc, dans ces PME, PMI, bien sûr, on regarde 50%, c'est les budgets attribués aux femmes pour leur accompagnement et pour la mise en niveau, et aussi 60% pour les jeunes. Donc, c'est un écosystème qui permet de valoriser les produits,
qui permet donc de mettre en place également un environnement attractif. On en a parlé, on est donc au forum investissement, il y a le nouveau code des investissements, donc qui prend en compte tout cet écosystème-là pour en rendre attractif les agropoles, parce qu'il ne suffit pas non plus juste d'avoir les infrastructures, il faut aussi remplir ces agropoles-là. Et donc on est comment dire, dans une dynamique de remplir ces agropoles. Aujourd'hui, on a fait récemment la réception provisoire de Mbella Kadiao, et donc on est dans une dynamique de faire un appel à candidature au secteur privé qu'ils puissent s'installer, et forcément les jeunes et les femmes font partie donc des priorités par rapport à cela. Merci beaucoup, et on rappelle que les agropoles peuvent créer jusqu'à 30 000 emplois directs. Ça, c'est le chiffre que j'avais reçu. Oui. Et ça me permet de réenchaîner sur la question à Enabel. Comment vous accompagnez les PME locales, et notamment les jeunes et les femmes? Je vais essayer de faire rapidement. Merci beaucoup. Je vais juste rebondir sur ce que Aïssatou vient de dire, sur l'appui à l'émergence de tout cet écosystème-là, de PME, mais aussi de très petites entreprises d'exploitation, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tout un dispositif aujourd'hui qui permet d'accompagner les entreprises, très petites jusqu'à la grande, avec une prise en compte de leurs spécificités et de leurs problématiques qui sont différentes et qui sont en fonction de leur stade de développement. Ousmane est revenu sur l'incubateur d'Ekaliakar. Aujourd'hui, dans le cadre du projet des agropoles, Enabel a accompagné l'État à mettre en place un Green Innovation Hub qu'on appelle Dekaliakar, en Wolof, faire renaître l'espoir, qui permet aujourd'hui au niveau de l'université du Sine Saloum d'accompagner les jeunes, il l'a dit, de la phase d'idéation à presque la phase d'accélération. Et voilà, c'est au-delà même de ce qu'on peut offrir comme service. Aujourd'hui, dans la construction même du Green Innovation Hub, une construction agroécologique, on a poussé, on a mis comme clause dans le marché public pour l'entreprise de construction la formation de 20 jeunes aux techniques d'éco-construction pour mettre en place Green Innovation Hub. Donc c'est de l'inclusion à tous les niveaux. Et ce hub, justement, n'est pas juste dédié aux jeunes universitaires, aux jeunes étudiants, mais aussi aux jeunes qui sont dans l'écosystème des agropoles, qui sont dans ces régions centres-là, qui peuvent aller se rapprocher de cet incubateur et de ce Fab Lab pour pouvoir concrétiser leurs idées. Rapidement, c'est le Green Innovation Hub. Sur la partie financement, Enabel ne fournit pas directement des fonds. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur l'accès au financement en travaillant au niveau local sur l'offre, donc avec les institutions de microfinance, les établissements de crédit et de garantie, etc. Mais aussi en travaillant sur la demande de financement, en accompagnant les jeunes entrepreneurs, mais aussi les PME à sophistiquer leur dossier de financement pour pouvoir y accéder. En témoigne hier aussi, comme mécanisme créatif, la signature de l'accord entre Enabel et la laiterie du berger, Enabel Bio et la laiterie du berger. Comme les producteurs ont des besoins en financement qui ne sont pas énormes, et que, désolé, je vais juste terminer ma phrase, et que derrière la structure de financement bio qui nous accompagne offre des financements qui sont assez importants. Le mécanisme qu'on a trouvé, c'est de laisser travailler bio et une structure, une entreprise du secteur privé sur du financement en dette. Et nous, derrière, on a signé un accord avec cette entreprise-là pour qu'ils se fournissent, notamment chez les producteurs locaux, et pour qu'ils puissent, à son tour, développer cet écosystème-là. Donc, ce sont autant de mécanismes créatifs qu'on met aussi en place pour pouvoir les accompagner. Merci beaucoup. Non, vous avez respecté le temps à quelques secondes près. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour ce premier panel. Nous sommes malheureusement tenus par le temps. C'était des échanges riches et inspirants.
Et j'espère que vous retiendrez que les agropoles sont aujourd'hui opérationnels, qu'elles recherchent des investisseurs dans le secteur privé. Et je pense qu'on peut retenir 3 mots. Inclusif, grâce à l'intégration des PME et des jeunes et des femmes. Durable, parce qu'ils sont portés par l'entrepreneuriat vert. Et structurant, car au service de la compétitivité des territoires. Merci à la Team Belgium pour ce panel, et à la Team Europe, et à tous nos partenaires pour leur engagement autour des agropoles, véritable moteur du développement durable et de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée au FI.